Pour le moment, ils sont 4-4, voilà, ils sont bien, ils sont en deuxième place de l'AFC Sud, ça peut être un petit peu court, pour les playoffs, surtout quand on prend le contexte AFC, et en Ah oui. particulier, l'AFC Nord, hein, qui serait capable de bouffer 4 places, à elle toute seule pour les playoffs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve après cette 9e semaine de compétition pour débriefer tout ce qui s'est passé depuis jeudi et notamment dans cette journée de dimanche. On va parler de plein de choses. On va parler des Vikings, on va parler de quoi d'autre? On va parler aussi des Eagles. On va parler bien évidemment des Ravens de Baltimore qui ont fait forte impression. Pour débriefer toute cette semaine avec moi, j'accueille celui qui était au repos hier. Donc c'était comme ça, il n'a pas perdu, il n'a pas gagné, il est de bonne humeur. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir à tous les free agents qui ont signé des gros contrats bien juteux. Écoute, ça va, voilà, week-end qui a été animé hein, quand même, il s'en est passé des choses pendant cette journée. Et il s'en est passé des choses. Et j'accueille aussi celui qui, bon, toutes les semaines se suivent et se ressemblent un peu. Hein, quand il pense avoir touché le fond, et ben Daniel Jones se blesse. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut à tous les agents libres. Je ne te saluerai pas, hein, Flav, vu cette introduction. Je salue Seb uniquement. C'est pas très gentil. En ces temps un peu difficiles, Mais c'est, avoir des amis comme toi, grâce à des amis comme toi, je n'ai pas besoin d'ennemis. voilà, c'est ça. C'est là qu'on peut compter ses vrais amis. Et tu vois dans quelle catégorie je me situe. On va donc parler pendant cette petite heure de débriefing, comme je le disais tout à l'heure en introduction, des Vikings, des Texans, du match en Allemagne qui s'est joué entre les Chiefs et les Dolphins, des Eagles de Philadelphie, mais aussi et surtout, on va commencer par l'équipe qui a très bien performé dans cette 9e semaine. Les Ravens de Baltimore, une victoire 37-3 sur les Seahawks de Seattle, qui n'est pas pour déplaire à notre cher Seb, parce que ça joue dans la même division que les 49ers. D'ailleurs, ils ont bien performé, hein, la NFC West, hein, cette semaine entre les Ravens, entre les Seahawks, les Rams et les Cardinals. Ça a été à la fête du côté de la NFC West. Les Ravens de Baltimore qui ont donc fait plutôt forte impression, Seb, dans cette victoire. Il y a 2 semaines, ils nous avaient déjà plutôt impressionné contre les Lions. Ils se sont offert un deuxième leader de division. Ils se sont fait un deuxième leader de division et puis ça fait surtout, comme tu disais, la deuxième fois en 3 semaines qui martyrise, une équipe de la NFC. Alors il y a peut-être pas les mêmes attentes autour de Seattle, qu'autour de Détroit. On va dire que la hype, autour des 2 clubs est pas la même, mais Seattle, c'est quand même un sacré joker, dans la NFC West, cette année et je pense que c'est faire comment dire? Faire un état des lieux, assez objectif de dire qu'ils ont pas vu le jour, hier soir. Ah ça, oui, non, ils ont pas vu le jour. Et il y a quelque chose qui a très bien marché, mon cher Yaya, dans cette Oui. victoire des Ravens, c'est le jeu au sol. 298 yards au sol gagnés par les Ravens de Baltimore sur un match. Il y a certaines équipes, ils sont jaloux parce que en fait, c'est le total de yards qu'ils ont sur 2 matchs gagnés offensivement, quasiment. Là, c'est 298 rien qu'au sol, hein, on précise, parce qu'il faut ajouter les 217 à la passe. 298 yards au sol avec notamment 138 d'un inconnu, Keaton Mitchell, qui est sorti de nulle part, rookie non drafté, première fois qu'il touchait le ballon hier, et voilà qui nous sort un match à 138 yards en 9 portées avec un touchdown. Ce jeu au sol des Baltimore Ravens, il va falloir commencer à le prendre très 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 au sérieux quand même. Oui, tout à fait. Alors, juste une petite question, Flav. Tu n'as pas fait une erreur de calcul, hein, tu ne fais pas comme Arthur, Non, moi c'est 80, rassure-moi. 200, Ah oui, 298 yards, donc je c'est suis bon. sûr de mes chiffres. Ah d'accord, OK. D'ailleurs Arthur Collomb, salut, c'était complètement gratuit, mais comme c'est un rival de division des Ravens, je ne pouvais pas la manquer. Hem, Écoute, j'ai envie de dire, c'est une équipe de, l'AFC Nord, hein, c'est du jeu au sol, du jeu au sol, du jeu au sol.
Il arrive à point nommé pour soulager un petit peu de la création par la course, notre ami Lamar Jackson, dont on va parler tout à l'heure. Surprise, non, ce n'est pas une surprise. Après, c'est l'ampleur qui, face à Seattle, qui, bon, Seb en a parlé hier dans son excellente preview d'hier. Bon, ben, on savait que c'était un point identifié. Je pense qu'ils avaient choisi ce game plan. Ils l'ont exécuté de manière plus que de manière efficace. Donc, rien à dire. Bravo les Ravens, quoi. Bien, Euh, bien coaché, sûr de ses forces. Voilà. Voilà. Vas-y, mon Seb. Faut quand même ajouter quelque chose qu'on souligne pas, c'est que avant ce match, la défense au sol de Seattle, elle est 8e de la NFL. C'est une défense top 10 au sol. Ils avaient encaissé 678 yards en combien 7 matchs ou 8 matchs, je sais plus avant cette. Donc c'est pas grand-chose. Donc 298 yards, ok, mais 298 yards sur une défense au sol qui est top 10. C'est surtout ça qui est considérable. Et Ah oui, il va y complètement. avoir- Oui, vas-y, vas-y. Et puis pas des petites attaques au sol, hein. Il y avait notamment il y avait Cleveland, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, il y avait Cleveland surtout et Détroit. Donc, Ouais. Détroit aussi, qui était une excellente défense au sol. Et ils vont d'ailleurs retrouver, alors ça va être l'un des chocs de la semaine prochaine, parce qu'il y a un très beau Ravens-Browns qui se profile, avec deux défenses on va en parler de la défense des Ravens dans quelques instants, qui sont vraiment, ça va être un choc d'AFC Nord comme on les aime. Hein. Ça va être, il manque plus qu'un peu de pluie et un terrain boueux et on est dans l'AFC Nord au mois de novembre, il n'y a pas de doute. Ça va être sympathique. Est-ce que c'est la question que je vous ai posée ce matin en préparant l'émission, Seb. Est-ce que la menace offensive principale c'est Lamar Jackson ou c'est le jeu au sol finalement, ou est-ce que ça se complète parfaitement? Moi, je trouve que ça se complète. On va revenir un petit peu sur ce jeu au sol. On a certes Keaton Mitchell euh, qui est sorti de nulle part, comme tu l'as dit, 138 yards, 9 portées. Lamar Jackson, lui, il en ajoute 60 en 10 courses. Gus Edwards, qui est habituellement l'un des leaders de ce jeu au sol, il ajoute 52 yards et 2 touchdowns, donc il reste le finisseur de l'attaque. Tu as Justice Hill qui en rajoute 40. Donc tout ça qui s'amoncelle, ça donne un jeu au sol puissant qui permet en plus de, oui, de soulager le bras d'une part de Lamar Jackson, d'éviter qu'il improvise de trop ses courses, à mon avis, parce qu'une course très improvisée, on sait les dangers qu'il peut y avoir pour un quarterback, mais néanmoins qui lui permet aussi justement d'exploiter ce potentiel athlétique qu'il a. On sait que c'était une des volontés du staff offensif de Baltimore avant le début de la saison. Comme je l'ai dit lors du match contre Détroit, on a l'impression que là, ces derniers temps, toutes ces pièces, elles sont en train vraiment de tomber en place. Le Tetris est en train de se former là. Ils vont faire 5 lignes d'un coup et puis ils vont tout éliminer. C'est vraiment l'effet que me fait cette attaque ces derniers temps. Ils vont faire décoller la fusée, mon cher Gaillard. Fusée, voilà, ils vont faire décoller la fusée. Ils vont faire décoller la fusée. Offensivement, c'est impressionnant quand même ce qu'ils font là depuis quelques temps. Ah oui, complètement. Enfin, c'est plus le sentiment de puissance Hmm. qui se dégage. On parle souvent de l'impression visuelle que l'on a des équipes, et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réponse à tout et qu'ils peuvent toujours mettre quand ils veulent. Alors, on aura toujours le petit bémol sur les receveurs. Ça progresse, vraiment, hein, ça progresse. Euh, mais il y aura peut-être ce léger doute. On va avoir face à une équipe qui arrive à les contrer au sol, comment ça va se passer, et contrer également Lamar Jackson au sol. Donc là, on verra ce que ça va donner. On avait, il y a quelques saisons, quand les Ravens avaient fait une très bonne saison, j'ai plus l'année exacte, mais ils étaient parmi les très très gros outsiders, identifier cette double menace, jeu au sol, jeu dans les airs déjà, qui était plutôt efficace. Mais là, j'ai un peu l'impression que les Ravens ont inventé la triple menace, un très bon jeu au sol, un jeu aérien convaincant, et en plus une défense
extrêmement solide, puisque pour donner quelques petits chiffres, hein, c'est la deuxième défense qui encaisse le moins de yards par match, 262. C'est la meilleure défense en nombre de points encaissés, c'est aussi la meilleure défense en nombre de sacs réussis sur le quarterback adverse. Seb, c'est une défense à qui tout réussit quasiment. Il a tout leur réussi quasiment. Là, ils ont muselé littéralement Seattle, qui a amassé 151 total yards sur ce match, dont 28 seulement au sol. Geno Smith s'est fait martyriser. Je pense que c'est sa plus mauvaise sortie depuis qu'il a le job à Seattle. Il lance une interception. Il se fait saquer 4 fois. Donc ça veut dire au passage que cette défense a enregistré plus de sacs qu'elle n'a encaissé de points sur ce match. Ils ont mis une pression sur lui, plus de la moitié, sur plus de la moitié de ses passes. Et effectivement, c'est 13,8 points encaissés par match par Baltimore. Ça les place premiers en scoring defense. C'est aussi leur meilleure perf en 9 semaines depuis la défense légendaire de l'année 2000. Et on a également le defensive tackle Justin Mabiuk qui est à 7 sacs et demi. Il a fait au moins 0,5 sacs, 6 matchs de suite. C'est également un record du club. Donc, du côté de la défense, tout fonctionne en ce moment. Et ça va vraiment être c'est la pierre, une fois de plus, sur laquelle cette équipe est en train de construire son édifice. Oui, il y a un joueur qui n'a pas été mentionné et qui, pour moi, prend son envol dans cette équipe des Ravens. C'est Roquan Smith, qui, en termes de plaquage, est vraiment tout ce qu'il faut, quoi. 87 plaquages depuis le début de saison. Ça fait un peu moins de 10 par match. Il ne s'échappe pas, comme disent les rugbymen. Hein. Il y va, quoi. Et je trouve que l'ajout de l'année dernière, parce qu'il est arrivé en cours de trade l'an passé, ça manquait à faire passer un palier, mais j'ai l'impression que le palier, il est cette année, quoi. Oui, c'est très clair. Tu en as parlé, Seb, de la pression mise sur Geno Smith, juste pour rajouter une petite stat. Donc, il a été mis sous pression, effectivement, 54,5% du temps sur ses passes. Et quand il a été mis sous pression, il est à 5 sur 13 à la passe, 29 yards gagnés et une interception. C'est absolument famélique, les chiffres de Geno Smith dans cette rencontre, et une pression qui a été quasi constante de la défense des Ravens. Yaya, on dit que les défenses, généralement, font gagner des titres. Est-ce que la défense des Ravens peut les emmener très loin cette saison? Oui, elle peut les amener très loin. Petit bémol par rapport à tout ça, c'est le manque d'expérience au très haut niveau, c'est-à-dire passer au moins le wildcard, aller jusqu'en finale de conf. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, c'est ça, peut-être, le petit manque qui va leur manquer, c'est de l'expérience à ce niveau-là, même s'ils ont des joueurs expérimentés. Et c'est le coupe-gorge qui est l'AFC. Donc, Et puis, il va falloir qu'ils s'extirpent aussi déjà d'une division qui va être extrêmement concurrentielle cette année. Ils ont un petit peu d'avance. C'est pas. Ils ont de l'avance, ils vont pouvoir faire. Je pense que sortir de la division, oui. Alors après, est-ce qu'ils vont sortir premier de la division? C'est une Et est-ce qu'ils vont en sortir avec tous les joueurs? C'est ça le truc aussi, parce que vu le. On est entièrement d'accord avec ça. C'est un peu le statu quo dans la division. Hein. Ils ont 2 matchs d'avance, enfin un match et demi d'avance. Ah oui, de toute façon, tout le monde a gagné en AFC Nord, pardon. Voilà, donc les 4 sont en passe d'être qualifiés, mais après, il va falloir voir en fonction de nos divisions. Bon, je pense que c'est de la palissade, mais les matchs de division vont donner beaucoup de réponses. Ils en ont deux qui arrivent là de suite. Ouais. Ils ont Cleveland puis Cincinnati. Ah bah, s'ils gagnent les deux, ils se mettent bien. Hein. Ils se mettent bien, mais je pense que s'ils gagnent les deux, ils se mettent bien. Mais les deux autres clubs, ils vont se battre pour leur vie aussi. Ça va être. Je pense que ça va être la guerre, ces deux matchs-là.
Ça va être particulièrement intense et intéressant. Et pendant qu'on parle des Ravens de Baltimore, j'en profite pour saluer John Ravens qui est sur les réseaux sociaux et qui nous suit, qui est un fan des Ravens. Donc on le salue puisqu'il écoute très régulièrement nos podcasts. Et si un jour il veut venir avec nous parler des Ravens, ce sera avec un immense plaisir. Il y a Bah aucun... attends, si on passe le bonjour aux fans des Ravens, je salue un de mes binômes avec. C'est un trinôme qui est Axel, qui est venu faire un podcast avec vous, les gars, en mon absence, Ouais. mais qui est avec nous sur le podcast de la NBA, le N1. Et voilà. Et on salue aussi Romain qui est dans l'équipe TF1. Voilà, comme ça on a salué tous les fans des Ravens. Je crois Mais non, que... comment il s'appelait notre petit qu'on avait avec nous l'an Ah, passé? bah Théophile, on le salue aussi. Oui, c'est Aucun vrai. souci. C'est ton gendre, hein. Non, plus maintenant, Maintenant, Pour c'est le plus mon savoir, quand même. gendre. Et puis, Pour oh, bah connaître non, son nom. non, et puis comme il mange les kiwis avec la peau, Ouais, c'est comme Will Levis, mais avec les kiwis, chacun son fruit. exactement. Les amis, on passe aux Vikings du Minnesota, on reste dans le nord. Les Vikings du Minnesota qui sont allés chercher une victoire 31-28. Alors, c'était contre les Falcons d'Atlanta. Pourrait-on dire que cette victoire était inespérée? Je ne sais pas comment la qualifier, à vrai dire. On rappelle la situation de nos amis des Vikings, privés de Justin Jefferson depuis déjà 4 semaines maintenant. Ils ont été privés de leur quarterback titulaire Kirk Cousins, blessé au tendon d'Achille lors de la semaine 8. Les voilà donc qui prennent Joshua Dobbs juste avant la trade deadline. On en a parlé avec Seb mercredi dans le podcast, que vous pouvez réécouter bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute. Ils vont chercher Joshua Dobbs, mais dans un rôle de backup, pour faire jouer notre ami Jaren Hall, le rookie. Jaren Hall qui va se blesser même pas à la fin du premier quart-temps. Il essaye d'aller gagner un touchdown, il se fait arrêter à 1 ou 2 yards de la ligne, protocole commotion, et il sort du terrain. Quelques minutes plus tard, KJ Osborne, leur receveur, se retrouve lui aussi plaqué et lui aussi en protocole commotion. On se dit alors que rien ne va dans le sens des Vikings, et pourtant, Joshua Dobbs nous sort une deuxième mi-temps lunaire, et les Vikings arrivent à renverser cette rencontre et à finir avec un bilan positif. Ils sont pour l'instant à 5 victoires et 4 défaites. Première question, mon Yaya, est-ce que ces Vikings peuvent aller chercher les playoffs malgré l'avalanche de blessures qui s'abat sur eux? On a appris, et je complète et je te donne la parole, que Cam Akers était lui aussi blessé pour toute la saison à cause d'une rupture du tendon d'Achille pour lui aussi. Alors, on va faire un petit peu de français et de sémantique. Tu dis peuvent. Alors oui, mathématiquement, ils peuvent. Vont-ils le faire? C'est une autre chose. Le problème, c'est que l'avalanche de blessures, là, au bout d'un moment, ça va les rattraper. Alors, ils jouent, ils sont sur l'euphorie des victoires. Ils sont sur combien? 4 victoires d'affilée? Ouais. Ils surfent là-dessus. Kamakers qui se blesse, Mattison qui marque un touchdown, mais à la passe. Il manque de jeu au sol. Ça va peut-être être amené par Joshua Dobbs, un peu de menace. Oui, après, on sait très bien que c'est une équipe où c'est beaucoup pile ou face. Ça retombe à nouveau du bon côté. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je reste malgré tout quand même très très dubitatif et je vois plus une équipe border qui va jouer jusqu'à la fin, mais il part de tellement loin et avec un effectif tellement réduit. À la limite, on en parlait en off. Il faudrait que ce soit sur la ligne défensive qu'il y ait des blessures pour voir notre Français Junior AO qui rentre sur le terrain. On ne souhaite des blessures à personne, hein, évidemment. Non, mais quitte à ce qu'il y ait des blessures, autant que ça lui profite à lui. Hein. Oui, ça, évidemment. Les Vikings du Minnesota qui ont un calendrier plutôt équilibré au niveau de force d'opposition jusqu'à la fin de la saison. Ils vont affronter 2 fois les Lions, une fois les Bengals, une fois les Saints, mais aussi les Bears, les Packers, les Broncos et les Raiders.
On peut penser qu'ils peuvent aller chercher par exemple 4 victoires et finir avec un bilan légèrement positif, Seb, qui pourrait, pourquoi pas, leur donner une place en wildcard pour la fin de saison. Alors, moi, je suis abondé dans le sens de Yannick, effectivement. Mathématiquement, c'est faisable. Ils sont deuxième de leur division. Ils sont à une victoire de Détroit. C'est jouable parce qu'ils ont autant de victoires que Dallas et Seattle voilà, au sein de leur propre division. Ils sont 2-0 dans leur division. Ils ont un meilleur différentiel de points qu'un poursuivant comme Seattle, par exemple, au sein de la NFC. Alors, je dirais, ils n'ont pas un boulevard, loin de là. Ils ont un petit peu de place, mais effectivement, à un moment, les blessures vont certainement leur coûter cher. Et puis, faut pas, on est tous très enthousiastes par ce qui s'est passé, très enthousiasmés, pardon, par ce qui s'est passé ce week-end, évidemment. Ce serait difficile de ne pas l'être. Mais il faut pas oublier que Joshua Dobbs, son match, quand il est entré, il a mal commencé, hein. Il prend un safety, il se fait saquer, il perd un ballon dans le territoire de Minnesota. Il repère un ballon sur le premier drive de la deuxième mi-temps. Bon, lui aussi, il est revenu de loin hein, sur ce coup-là. Mais effectivement, gagner un match pareil dans des conditions pareilles et puis avec un entraînement avec son nouveau club dans les pattes, sans avoir pris une rep, paraît-il, etc. Ok, l'histoire est chouette. Mais ouais, voilà, une équipe qui va certainement jouer crânement ses chances, mais là, il commence à être short en ressources. On va voir où ça les mène. Et puis, il y a juste une petite chose, c'est que quand on regarde le record, enfin, le nombre de victoires, ils sont à 5 victoires, 4 défaites, ok, mais ils sont surtout à 4 victoires, une défaite à l'extérieur. Non, Mmh, mais c'est du jamais vu, quoi. mmh. Tu peux pas, faut gagner à la maison. Et ils gagnent pas à la maison. Donc, De toute façon, je pense qu'on va être assez. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, parce que vous avez le droit de pas être non. d'accord. C'est Non, voilà. bah non. Alors, je sais pas, Ar- je connais pas ta question, mais je suis pas d'accord avec toi. voilà, Voilà. Arthur nous aurait déjà dit que la question allait être pourrie, mais là, voilà, l'état de fait, c'est que on devrait être fixé d'ici un mois avec les Vikings, parce que dans leur calendrier immédiat, c'est les Saints la semaine prochaine à Minnesota, en espérant qu'il n'y ait pas un cornerback des Saints qui essaye un plaquage sur Stephen Diggs et qu'il se rate. Ah bah non, c'est bon, Stephen Diggs est plus là, donc ça devrait aller. Les Broncos ensuite à l'extérieur, les Bears et les Raiders. Donc sur les 4 prochaines semaines, tu as Saints, Broncos, Bears, Raiders. Si là, ils sortent de cette partie-là avec un bilan négatif, sachant que derrière, tu as les Bengals, les Lions, les Packers, les Lions, vaut mieux prendre les matchs maintenant, hein, sur l'euphorie de la série de victoires. Sinon, ça va être compliqué, je pense. Complètement, Complètement. c'est là qu'il faut prendre les victoires. C'est sur ces clubs-là. Là, tu dois sortir sur ces 4 matchs avec 3 victoires, une défaite, au minimum. La défaite contre les Saints, bien évidemment, ce sera la semaine Oui. prochaine. Alors le problème, c'est oui, mais le truc, Ah c'est oui. savoir qu'est-ce que tu vas avoir en face, du côté des Saints? Parce que c'est un peu les montagnes russes aussi, hein, niveau certitude, Ouais, alors c'est c'est les montagnes russes, mais ça monte jamais très haut, hein. Et des montagnes russes pour ouais, enfants mais de 2 ans. ça peut descendre très bas. Oui, 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 en revanche, c'est vrai que c'est sous le niveau de la mer, souvent. D'ailleurs, en parlant du match Alors la contre les... mer, quand tu dis la mer, c'est L apostrophe? Oui, c'est ça. En parlant du match contre les Saints, Joshua Dobbs sera le quarterback partant. Ça a été confirmé par Kevin O'Connell tout à Ils en l'heure ont plus, en donc conférence de presse. D'ailleurs, ils en ont plus ils en ont ils vont plus le d'autres, laisser... donc Oui, non, forcément. mais est-ce que quand Jaren Hall va revenir, parce que normalement, le but, c'était de tester Jaren Hall et de garder Joshua Dobbs au cas où. Et ils ont bien fait, hein, mine de rien, d'aller le chercher à la trade deadline, hein. Parce que s'ils l'avaient pas eu dimanche, ça aurait pu être une toute autre soupe. Est-ce que quand Jaren Hall sera disponible pour jouer, est-ce qu'il faut le remettre lui ou laisser Joshua Dobbs du coup? Tu mets Hall d'entrée, Yaya, toi? Oui, oui, je fais haute d'entrée. Non, non, les entrées mises à part, tu as osé tu as osé les blagues internes. Heu, C'était Comment bien dire? amené, tu vois, c'était... Oui, 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 tout à fait. Ça dépend de la politique, de la franchise. Je pense que
Si tu vois en Hall ton futur franchise quarterback, tu le mets. Sinon, Est-ce qu'il va rentrer au Hall of Fame, quoi? C'est ça le truc. Ah, il est un peu tôt pour le savoir, mon jeune Padawan. Mais Tout à fait. bon, pour l'instant, je mets. Bah, en fait, celui qui gagne reste sur le terrain. Tant que si Dubs fait gagner les 4 matchs prochains, tu le laisses sur le terrain jusqu'à ce qu'il fasse des boulettes, quoi. Et Je s'il en fait pense, pas, ben, je pense que ça dépend aussi de la stratégie qu'ils ont vis-à-vis de Kirk Cousins. Parce que si tu te dis que Kirk Cousins ne reviendra jamais, je parle de la saison 2024, hein, on sait bien qu'il ne reviendra pas en 2023. Mais si on se dit que ils reviendront pas et qu'ils veulent tester avec Jaren Hall pour voir un jeune quarterback qui pourrait éventuellement se développer, etc. Vaut mieux le tester maintenant. Si au contraire ils se disent bon bah on prend quelqu'un entre guillemets pour colmater les brèches avec Joshua Dobbs en attendant que Kirk Cousins revienne et qu'il signe un nouveau contrat, peut-être qu'ils laisseront plus Joshua Dobbs. Non? je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je vois l'idée. Moi, c'est pas forcément la stratégie que j'utiliserais. Tu l'as dit, ils sont back in business pour les playoffs. Quand tu Ah sais oui. ce que ça peut représenter, les playoffs, tu après on va faire de la fiction et comme dirait quelqu'un, tout dépend, de la vérité du terrain. C'est un homme sage hein, qui dit ça. Oui, Je avec confirme. avec une belle barbe qui a une superbe routine, pour sa barbe. Ça va dépendre en fait de la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, Joshua Dobbs gagne, il n'y a aucune raison de lui enlever le poste. Après, qu'est-ce que le front office veut faire effectivement sur plusieurs années? Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'ils veulent essayer Hall? Allez, très bien. Ou sinon, il faut laisser Dobbs. Sinon ils font all-in. Hein. Voilà, j'y avais pensé, mais oui. C'est possible aussi. Je crois qu'on a fait à peu près tout. On va en garder quelques-unes des blagues sur Hall des fois qu'ils reviennent dans la saison et qu'on doive commenter un match des Vikings à un moment. Ce serait dommage qu'on ait tout épuisé dans ces 10 minutes de Ne podcast. t'inquiète pas, j'ai beaucoup de ressources. Oh oui, bah ça, je n'en doute absolument pas. En parlant de personnes qui ont des ressources, les Texans de Houston sont eux aussi pleins de ressources, notamment avec un petit quarterback qu'ils sont allés chercher au deuxième choix de la draft, pardon, premier Oui, tour, deuxième choix, notre ami CJ Stroud. CJ oui. Stroud qui nous a sorti un match hier, alors c'est tout simplement le record hein, de yards à la passe pour un rookie sur un seul match, 30 sur 42, 470 yards, 5 touchdowns, aucune interception. C'est époustouflant. Les mots nous manquent, Seb, pour CJ Stroud. Effectivement, je disais en début de saison, Houston pense avoir trouvé la nouvelle star, je crois que ça s'est confirmé. S'il en était besoin, après ce match et malgré, les doutes que certains pouvaient, nourrir, qui accusaient son manque de sa baisse de productivité plus exactement depuis la Big Five, là, belle réponse du rookie, 470 yards, effectivement, c'est un record pour un rookie, 5 touchdowns, 147,8 de rating. Il distribue le jeu entre 4 receveurs, différents, voilà, et puis il orchestre un drive de 75 yards, en 6 jeux, et en 46 secondes à la fin alors qu'il a 4 points de retard. On a eu l'impression, qu'il disait voilà, l'attitude, moi l'impression que j'en ai eue dans cette situation-là, 46 secondes, 4 points de retard, pas de problème les gars, je vais le faire et C'est il l'a ça. fait. C'était vraiment incroyable à tel point que certains observateurs aux États-Unis parle de lui dans la course au MVP. Alors, pas trop s'emballer là-dessus. Faudra déjà finir avec une saison positive. Et l'ombre au tableau à Houston, c'est offensivement du moins, c'est le jeu au sol qui est toujours médiocre parce que le jeu au sol, il fait 53 yards, sur ce match et là aussi, même question que précédemment quelque part. Alors pour des raisons différentes, mais même question que pour les Ravens. Si un jour, CJ Stroud ça marche plus, sur un match, sur quoi on se rabat? Sur un match et sur une saison, je j'ose même pas y penser. Mais la performance est particulièrement, impressionnante et je pense que, il y a pas à se poser la question pour savoir qui sera nommé, rookie de la semaine, hein.
Et rookie de l'année non plus. C'est en train Offensive de... Rookie of the Year, je pense qu'il n'y a pas de doute non plus. Hein. Voilà, c'est en train de se dessiner. On parlera, ça me donne l'occasion de parler du podcast qui sortira jeudi, où on redonnera nos trophées de mi-saison. On parlera bien évidemment du rookie offensif de l'année, du rookie défensif de l'année, du coach de l'année, etc., etc. Tous les trophées de mi-saison seront débattus avec Seb, avec Arthur, avec moi-même. Ça va être toujours passionnant. Bon, Arthur va nous mettre des Bengals, ça on le connaît, mais bon, ce sera sympa. On va quand même un peu rigoler. Ah, sur vous moquez de lui. Je croyais que tu allais dire vous moquez de lui. Non, Que non, le pauvre, on pas fait du tout. que ça. Et c'est Absolument toujours, pas. c'est toujours avec gentillesse qu'on Tout à fait. on le tout à fait. taquine. Mon cher Yaya, il y avait une question sur Twitter qui est revenue quand on vous a demandé de poser vos questions sur Instagram et sur Twitter. Une question qui a été posée de savoir où est-ce que tu situerais CJ Stroud dans la hiérarchie des quarterbacks actuels. Tu le mets top quoi? Top 10, top 15, top 5? Alors je donne quelques stats et après tu peux répondre. Top 32, oui déjà. Il est 3e en nombre de yards gagnés à la passe depuis le début de saison avec 283 yards. Il devance par exemple des gens comme Patrick Mahomes, Justin Herbert ou Josh Allen ou Jalen Hurts. C'est pour donner l'info, hein, je donne juste les infos. Il est aussi quatrième en rating avec 102.9. Il est le quarterback qui était le moins intercepté avec une seule interception. Tu le mets où alors? Le problème, c'est que Là, on parle de cette saison, hein, on parle pas de... Oui, mais on est à mi-saison. Ah oui, on est à mi-saison. Je te confirme. Ouais, je le mets dans le top 10 pour l'instant, mais le problème, c'est que il y a des contextes qui font que il a pas de pression à Houston, il a pas de. Alors maintenant, il commence à être un peu scouté. Allez, on va dire que pour l'instant, top 10. C'est top 10 aussi? Top 10 indiscutablement. J'aurais même été tenté de dire, allez, probablement sur le papier, top 5. Dans les faits, une fois de plus, il faut aussi que l'équipe, elle-même, performe. Pour le moment, ils sont 4-4, voilà, ils sont bien, ils sont en 2e place de l'AFC Sud. Ça peut être un petit peu court, pour les playoffs, surtout quand on prend le contexte AFC, et en Ah oui. particulier, l'AFC Nord, hein, qui serait capable de bouffer 4 places, à elle toute seule pour les playoffs. Mais top 10, oui, sans, cette année et statistiquement, sans aucune discussion. Absolument. Ça, on va voir si on assiste à l'éclosion, vraiment d'un quarterback générationnel. Moi, je me pose cette question vraiment, Ah ouais? concernant Stroud. Ouais, on a peut-être que Houston, ils ont trouvé leur franchise quarterback et peut-être que c'est un talent générationnel. On verra. Je vais vraiment, un gros peut-être parce que je j'aime pas trop m'emballer comme ça sur des joueurs de 1re année, en particulier à ce poste, parce qu'on en a connu, beaucoup, hein, qui ont, crash and burn et même beaucoup qui ont burn, qui ont crash purement, et simplement. Ouais. Mais là, sur ce plan-là, il y a de l'espoir pour Houston, maintenant, il faut construire intelligemment, autour de lui. Voilà, faut le Oui. protéger, faut lui donner un jeu au sol, faut lui donner des choses comme ça. On Déjà, rappelle... Oui, vas-y, Yaya. il a un avantage pour construire autour de lui. Il n'a plus Bill O'Brien, hein, donc c'est déjà pas mal. C'est toujours ça de D'ailleurs, prix. on pourrait parler de l'excellent travail de Demeco Ryans avec les Texans, parce que il a quand même une équipe qui, sur le papier, et c'est pas faire offense aux Houston Texans, dire que c'est pas non plus la meilleure équipe sur le papier. Les amener déjà à un bilan de 4-4 après 9 semaines et eux 8 matchs joués dans cette saison, c'est déjà plutôt une performance intéressante. Alors ça, c'était déjà annoncé par quelqu'un qui est parmi nous. Enfin, Oui, mais et parce c'est que pas nous toi, sommes Flamme. des génies. Non, je sais. Ouais. Non, mais faut rendre à César ce qui appartient à César. Sébastien l'avait annoncé déjà. Et Demeco, Bah, Ryan. j'espérais, voilà, cet effet d'Ebeco Ryans, et puis là, on voit qu'il est là. Il a construit une attaque qui est 11e, une défense qui est 14e. C'est
très honorable, surtout qu'on parle d'une franchise qui partait de loin, hein, souvenez-vous. Là, il a accompli vraiment un très, très beau travail et il faut espérer là aussi qu'on ait quelqu'un qui a, l'étoffe d'un head coach. Alors après, il y a un truc qu'il faut parler sur le match, qui était plutôt plaisant à suivre pour ceux qui aiment l'attaque, c'est que, Fairbanks, le Fairburn, kicker Fairburn. Fairburn, pardon, oui, Fairburn, heu, mis à part de me planter dans ma fantaisie, hein, ça c'est anecdotique, il s'est claqué, en cours de match et Oui. c'est un running back qui tapait les kick-offs, qui a tapé un field goal et ils ont tenté que des conversions à 2 points du coup. C'est ça qui est dingue, c'est Qui a qu'ils ont, tapé un field ils ont, goal et qu'il a réussi c'est ça. surtout! Oui, 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 C'est c'est ça. ça! Et c'est là où tu vois, Ryans, Demeco Ryans, mort de rire sur, Ouais. sur le Mais sur oui, le parce bord, que en quoi. plus, ils prennent la décision de ne taper enfin de tenter que des conversions à 2 points, donc de pas tenter du tout de PAT. Et au moment où il y a un field goal, alors qu'ils sont à 30 partout à ce moment-là, c'est quand on est quand même quatrième quart-temps à 30 partout. C'est une possession pour prendre l'avantage. Alors ce sera pas la possession décisive parce que derrière les, les Buccaneers vont finalement remettre un touchdown d'ailleurs sur une action un petit peu avec un fumble finalement recouvert dans les 10 yards des Texans. Enfin bref, c'était un petit peu. Mais bref, toujours est-il qu'il repasse devant, il permet à son équipe de repasser devant. On va quand même donner son nom à ce cher Pierre, Daré Ogunbowale, qui a donc mis ce field goal en étant running back. Alors c'était pas la meilleure technique, la meilleure gestuelle de coup de pied qu'on ait vu de la saison, c'est certain, mais c'était efficace. Oui, mon Seb. Alors, le saviez-tu? Celle-là, les gars, si vous le saviez, c'est que vous avez bossé votre sujet, c'est pas possible autrement. C'est déjà arrivé, un running back qui réussit, qui ah tente et oui, qui réussit un field goal. C'était Tony Galbraith en 1979 et c'était un joueur des Saints. Et voilà. Comme et quoi, quelle belle année. c'était des précurseurs, c'était des précurseurs. Et on rappelle que au niveau coup de pied, si jamais il y a des blessures chez les Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes est lui le punter numéro 2 Mmh. des Chiefs. Donc voilà, on pourrait avoir. Voilà. Ce qui nous fait donc une transition absolument parfaite pour parler du match en Allemagne entre les Chiefs et les Dolphins de Miami. Un match qui s'est donc déroulé chez nos amis allemands du côté de la saucisse à Francfort. Un match en deux mi-temps. D'abord, les Chiefs qui en première mi-temps marquent déjà sur leur premier drive et ensuite éteignent complètement l'attaque des Dolphins. Et une deuxième mi-temps où on a bien cru, Yaya, que les Dolphins allaient pouvoir finalement revenir. Oui, bien revenir, oui et non. Alors, j'ai pas pu regarder puisque j'étais sur un tailgate, j'ai suivi de loin. J'ai regardé la première mi-temps et ce que j'ai vu, c'est un sentiment de puissance et de la défense du côté de Kansas City et c'est nouveau. Notre ami, Travis Kelce a déclaré en fin de match qu'il n'avait jamais eu une aussi grosse défense du côté de Kansas City. Donc c'est une équipe qui, j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique puisque avec le nouveau contrat de Mahomes qui est beaucoup plus, onéreux, il a fallu faire des choix et les choix ont été beaucoup plus orientés vers la défense que vers l'attaque puisque avec un quarterback comme Patrick Mahomes, il te ferait, briller, même toi, Flav, il te ferait briller en tant que receveur. Hmm. Il a fait Donc briller Charles Todin du côté de La Rochelle et c'était pas un mince exploit. oui, mais il a arrêté au bout d'une réception, le pauvre Oui, Charles. c'est vrai. Bah oui. Arrêté en Et plein vol, les croisés, tu connais, comme Daniel Jones. ah non, 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 il a même pas les croisés, voilà, il a pas pu. Mais oui, c'est ça, c'est surtout pour moi de la grosse défense et ils les ont éteints à l'image du jeu décisif. Hmm. On va peut-être en parler, on en parlera peut-être tout à l'heure. Bon, tu peux en parler maintenant. En gros, Tariq Hill qui, au lieu de se coucher, veut continuer le jeu, veut pas mettre le genou à terre parce que sur une play action, sur une screen pass, et du coup, il se fait arracher la balle des mains et derrière sur une petite passe.
en retrait, elle est retournée et pour un touchdown défensif. Il y a un joueur qui arrache le ballon, un qui le récupère et qui le transmet à Cook en arrière, et Cook qui court jusqu'à la end zone et qui parcourt quasiment 60 yards. C'est de toute beauté cette action défensive Ouais. des Chiefs. Mais ça montre un petit peu quand tu as un joueur, tu as des forces, des faiblesses, et c'est un petit peu la faiblesse de Tyreek Hill. Mais voilà. Surtout dans ce match-là, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit péché d'orgueil, entre guillemets, en se disant, c'est contre les Chiefs, on sait qu'il avait coché ce match-là depuis longtemps, c'était un secret pour personne. On sait très bien qu'il voulait performer contre les Chiefs. Alors ça aurait été encore mieux pour lui si ça avait été sans doute à Arrowhead et qu'il avait fait un très gros match à Arrowhead. Mais à mon avis, il avait ce côté-là aussi. Il s'est pas mis par terre parce qu'il pensait qu'il pouvait continuer à gagner des yards et parce qu'aussi c'était les Chiefs en face. J'en suis quasi convaincu. Complètement. C'est voilà. Bon. Après, ça se trouve, il aurait continué contre les Ravens, les Seahawks, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a eu ce côté-là où il s'est dit non, je vais pas perdre de yards sur cette action et qu'il a voulu forcer, et bon, ça s'est mal terminé. Complètement. Travis Kelce, t'en as parlé, mon cher Yaya. Il est quand même sur 2 matchs contre les Broncos et contre les Dolphins. 58 yards contre les Broncos, 14 seulement hier contre les Dolphins. Sa plus longue réception, c'est 7 yards. Il a été visé 4 fois, 3 réceptions, 14 yards. Seb, est-ce que c'est inquiétant, la performance de Travis Kelce? C'est peut-être un petit peu tôt pour se dire que c'est inquiétant. En ce qui me concerne, pour le moment, je dirais juste il a eu 2 mauvaises journées au boulot. Ça ça arrive. Après offensivement, Mahomes, il a su, trouver, d'autres solutions. Il s'est tourné vers d'autres receveurs, hein, sur son premier drive, il vise quand même, il target 5 receveurs différents, c'est pas rien. Il fait un 20 sur 30, 185 yards de touchdown. Il a agité ses crayons, il a couru quand c'était, nécessaire. Voilà, il a fait ce qu'il fallait. En ce qui concerne Kelce, c'est bon, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme. Dans une saison, il y a des hauts et il y a des bas. Là, clairement, il est dans un creux. Il est évident pour lui qu'il faudrait pas que ce creux se prolonge, cette baisse de productivité se prolonge parce que ça va être à son détriment d'une part. Ça peut être aussi, à celui de l'équipe parce qu'on connaît son importance, dans le jeu aérien. Heu Ils vont être de repos cette semaine. Peut-être que c'est ce dont il a besoin, après tout. Et puis, ce serait pas mal parce que la semaine d'après, c'est les Eagles. Et en principe, ça devrait rigoler moyen contre Philadelphie. Donc Contre voilà, son frère. contre Contre son son frère, frère, en plus. pour une réédition du Super Bowl de l'an dernier, puisque les Eagles et les Chiefs s'étaient retrouvés l'année dernière du côté de Glendale. On va parler d'ailleurs des Eagles de Philadelphie dans une toute petite seconde, juste avant. Yaya, tu veux dire quelque chose? Et après, j'ai une question de nos auditeurs. Non, moi je voudrais juste prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Une saison est très longue et surtout, il ne faut pas tout montrer, tous les cahiers de jeu tout de suite. Donc, si Travis Kelce n'est pas visé, c'est peut-être aussi pour garder un petit peu sous le coude pour le reste de saison, pas dévoiler tout le cahier de jeu. Donc voilà. Ouais. Je vais faire du coup une question groupée de la part de nos auditeurs sur Instagram. Une question qui nous a été posée, qui est de savoir si les Chiefs sont toujours, pour vous, les favoris pour aller en finale de conférence AFC. Et après, on parlera du Super Bowl. Seb, finale de conférence, les Chiefs, tu les vois bien quand même? Oui, oui, je vois pas en quoi, ça remettrait en jeu leur statut de contenders. Ils sont 7-2, ils sont bien installés, en tête de leur division, quasi en tête de l'AFC. Alors certes, il y a Baltimore, qui est en embuscade. Certes, il y a Miami et Jacksonville qui sont à une victoire, mais, pour le moment, je vois pas de raison de leur, retirer ce statut de favori. Yaya, toi aussi? Favori pour la finale de conf? Oui. Oui, oui, non, mais
comme on disait depuis le début, même s'ils ne sont pas ultra dominateurs, ils gagnent. Bah, voilà, let's go. Ils ont eu deux matchs, dont un peu particulier. Le match d'ouverture, un match un peu particulier avec des conditions atmosphériques particulières, avec leur quarterback qui était grippé. Bon, bah, écoute, c'est le lot de toutes les saisons. Si on attend à ce qu'une équipe gagne tous les matchs de la tête et des épaules, voilà, pour qu'ils soient contender, on n'aura aucun contender, jamais. Donc, du coup, non. Enfin, oui, ils sont toujours favoris pour aller en finale de conf. Ça va dépendre du tableau. S'ils arrivent à garder la bye week en finissant premier, ce sera tout bénef pour eux. On a parlé donc des champions de l'année dernière, parlons des finalistes du Super Bowl l'an dernier. Les Eagles de Philadelphie ont donc gagné leur 8e match de la saison. C'est le meilleur bilan de toute la ligue, une victoire contre les Dallas Cowboys 28-23 dans un duel de division NFC Est. Un duel particulièrement disputé entre les Eagles et les Cowboys. Et j'ai envie de dire, Seb, une victoire à la Eagles de cette saison. Pas forcément éclatant, mais diablement efficace. Oui, pas forcément éclatant et mais diablement efficace, tu l'as dit, ils l'ont emporté en assurant l'essentiel. Jalen Hurts, il fait un 17 sur 23, 207 yards et 2 touchdowns, donc rien de fifou, mais c'est suffisant et il y a une défense qui s'est montrée, qui a fait des stops quand il le fallait, notamment, dans la dernière minute pour s'assurer la victoire alors que Dallas tentait le comeback. Donc certes, l'impression de puissance, voilà, une fois de plus, l'impression visuelle n'est pas forcément celle, qu'on attend d'un favori, mais malgré tout, ils ont l'air quand même d'être une coche au-dessus des autres grosses écuries de la NFC et là, je pense à Dallas, San Francisco, ou Détroit. Le calendrier à venir, il est intéressant parce qu'ils vont avoir Kansas City, Buffalo, San Francisco et Dallas à Dallas. C'est un match retour d'ailleurs qui va être, à mon avis, chouette à suivre. S'ils s'en sortent bien là-dessus, leur siège au sommet, il sera confortable. Après, je veux quand même ajouter que, Dallas, ils ont montré sur ce match qu'ils pouvaient faire jeu égal avec Philadelphie et que c'est des petites erreurs, en fait, gâchent le match. Il y a les 2 touchdowns, certes, qu'ils prennent en 3e quart-temps, mais il y a, une 4e et goal qui est pas, convertie dans le 4e quart. Il y a, Luke Shoemaker qui loupe un TD de quelques pouces, il y a une conversion à 2 Ouais. points manquée, etc. Et tu as un Dak Prescott qui rend une meilleure ligne de stats que Jalen Hurts. 29 sur 44, 374 yards, 3 touchdowns. C'est quand même une chouette performance. Malgré ça, ça n'a pas suffi, mais il faut continuer à compter quand même avec Dallas dans la NFC Est et dans la NFC tout court. C'est vrai que ça s'est joué vraiment parfois à quelques centimètres. Tu parlais de ce touchdown de Shoemaker, j'ai perdu son nom. Je crois que c'est Comment? Luke Shoemaker. Shoemaker, voilà. J'avais Shoemaker, mais je crois que c'est un M. Bref, ça s'est joué à. Il pose le genou par terre, il manque quoi? Ouais. 10 Et centimètres avant que le il ballon. avait qu'à pas viser Batiston. Hein. C'est vraiment à quelques centimètres. Et derrière la conversion à 2 points des Cowboys, c'est pareil. Dak Prescott s'en va sur le côté, il met le pied, il met 2 crampons en touche. Et ça annule cette conversion à 2 points. Et mine de rien, ça change tout parce que s'ils étaient à 25-28 derrière, ils n'ont pas forcément besoin d'aller chercher un touchdown et ils peuvent se contenter d'un field goal pour aller en prolongation. Donc c'est ce genre de choses qui changent complètement un match. Rappelons quand même que sur le dernier drive, les Eagles ont joué à se faire peur parce que il y avait très peu de temps, 45-46 secondes si ma mémoire est bonne. Ils concèdent une interférence de passe défensive qui ramène Dallas au milieu du terrain. Ensuite, ils concèdent une faute personnelle, je crois, sur un roughing de passeur. Derrière, il y a encore un ou deux faux départs. Bref, ils font avancer quasiment tout seuls les Cowboys jusqu'aux 10 yards, presque 5 yards de la ligne d'en but. Et c'est là que la défense se met en place pour les Eagles.
et parvient à faire reculer Dak Prescott. Et sur une dernière passe, il va trouver CeeDee Lamb, malheureusement pour les Cowboys, 2 yards avant la end zone, et CeeDee Lamb n'arrivera pas jusqu'à la end zone, mais ça s'est vraiment joué à rien. Et ils ont failli. C'est marrant parce que en 40 secondes, ils sont passés d'un moment où la défense on avait l'impression que la défense des Eagles donnait presque le match aux Cowboys. Qui Et craquait, d'un en seul fait. coup, ça a recliqué dans l'autre sens et ils ont retrouvé la pression sur Dak Prescott. Ils l'ont ressaqué, ils ont fait reculer cette défense des Cowboys suffisamment. C'est vraiment et tout le match, hein, ça a été ça. Même les Cowboys, il y a eu des moments très creux et puis des moments où il y a eu des drives où ils donnaient des pénalités à tour de bras et puis juste après, ça rejouait très très bien. Ça a vraiment été un match assez intéressant dans ce sens-là. Yaya, la question posée, Oui. c'est est-ce que les Eagles ont tué la NFC Est? C'est aussi prématuré, mais on voit qu'ils sont au-dessus. Ils sont pas à l'abri d'une décompression. Ils l'ont eu l'année dernière. Rappelle-toi quand Jalen Hurts se blesse en fin de saison régulière. Ils gardent la tête de la NFC, mais ils ont été moins dominateurs. Donc, je ne suis pas sûr que leur marge de manœuvre en tant qu'équipe soit si élevée que ça. Mais c'est plus les autres qui n'arrivent pas à monter leur niveau. Et c'est pour ça qu'ils ils ont quand même 2 matchs d'avance, 2 matchs et demi d'avance. Ils ont un match contre San Francisco de mémoire. Oui, c'est ça. Ils ont les Bills, les Chiefs, les Niners et les Cowboys sur le prochain à venir, là, la suite. Mais on en saura un petit peu plus. Après, déjà par rapport à la NFC, il va falloir, pour vraiment asseoir la domination, montrer qui est le mal alpha, va falloir jouer les Niners et les battre. Après, les autres équipes, c'est des équipes, notamment les Bills, on n'en a pas parlé ce soir, mais Oh bah attends, ça arrive, bouge pas. qui déçoivent énormément et qui ont besoin de victoires. Les Chiefs qui vont vouloir montrer que l'année dernière, c'était pas un accident et que c'était pas dû à un holding de Bradbury sorti de derrière les fagots. Donc, voilà, il y a beaucoup d'histoires dans ce qui reste comme match. Donc, on va voir. Je ne serai pas définitif. Ils sont très bien partis, certes. Mais encore une fois, on parlait d'impression visuelle. Eux ne donnent pas la même impression visuelle que d'autres. Juste, oui, vas-y, Sam. N'oublions pas également que ça fait 19 ans que personne en NFC Est n'a fait le doublé pour remporter la poule. Donc voilà, Mais là, attention. Et là Dallas a quelque chose d'intéressant. Dallas garde quand même un coup à jouer. Parce que là, dans les 3 semaines qui viennent, ils ont les Giants, les Panthers, les Commanders. Donc 3 matchs à leur portée. Et ensuite, ils reçoivent Seattle. ouais, Avant alors, le rematch contre les Eagles. Bon, Seattle qui est un peu un. Mais c'est vrai qu'ils terminent, par contre, ils ont en décembre, ils ont Bills, Dolphins et les Lions. Donc, mais ils ont une petite fenêtre qui est plus favorable que celle de Philadelphie sur la même période. Alors, faut compter bien sûr sur des défaites de Philadelphie, mais eux, ils ont un coup à jouer également sur ce laps de temps. alors moi, pour bien connaître la NFC Est, hein, moi, je les vois la remporter, faire le back-to-back pour la première fois depuis quasiment 2 décennies. S'il y en a une équipe qui doit le faire, c'est bien eux. Ensuite, tu parles des Cowboys. Attention, les Cowboys, ils sont capables du meilleur comme du pire. N'oublie pas Oui, que on sait. contre Arizona, ils les ont pris un peu de haut. Et typiquement, sur un rival de division, Washington a été battre Philadelphie, enfin, les a poussés à la prolongation, Ouais, pardon. ouais. Alors non, il n'y a pas eu de prolongation, mais ils les ont poussés loin.
Je crois pas qu'il y ait eu Oui. prolongation. Il y a pas eu Lors du premier match, il y Ah, a lors du overtime. premier, pardon, oui, Et j'étais sur lors le du celui de match la semaine retour, dernière. exact. Lors du match retour, effectivement, il n'y a pas de prolongation, mais ils les poussent quand même dans leur dernier retranchement, c'est exact. Voilà. Donc, Oui, mais c'est des coups. oui, mais c'est des coups, mais C'est des coups, c'est des hold-up. oui, mais C'est- ils peuvent les prendre, les Cowboys, les hold-up. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent les ouais, prendre. mais tout à fait. Mais dans Ils sont, l'absolu, tout ils le monde sont, peut les prendre. Ouais. oui, mais les Cowboys sont encore plus sujets à ça. Enfin, si tu veux, ce que j'ai envie de dire, c'est Bah, tant qu'ils presque. jouent pas à Dallas, parce que bon, tu vas nous ressortir que c'est truqué, non, à Dallas. Oui, je l'ai dit, je me suis Mais enflammé. pourquoi j'ai lancé Yaya sur les Cowboys? Mais qu'est-ce qui m'a pris encore ce soir? Oh là là. Désolé, hein, Flav. Non, je suis Et, surpris, ça va. non, non, mais j'ai voulu faire mon Stephen A. Smith. Voilà, c'est bon, on a rigolé avec. Même moi, après, quand je me suis réécouté, je m'en suis voulu. Alors, je fais Donc, amende honorable. excuse, voilà, auprès de de tous les fans des Cowboys. Non, non, bah non, 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 quand même pas. Mais je plaisante. Euh, bon, pour En tout moi, cas, ça va être. s'ils veulent mettre la pression, c'est maintenant, les Cowboys, quoi. Voilà, C'est s'ils maintenant, veulent là. mettre la pression, C'est ils ont un ça. credo. Voilà, je dis pas, effectivement, Yaya, tu as raison. Il y a absolument rien qui nous dise que ce sera du 100% et il peut toujours y avoir un hold-up, un accident, une contre-performance, etc. Mais Mais des deux, ce que je dis, des c'est deux côtés, qu'ils ont hein. une fenêtre de tir. Oui. Mais moi, je vois bien. Enfin, Philadelphie, ils n'ont pas la marge. Et avec leur nouveau coordinateur, moi, je les trouve moins sereins qu'avec les coordinateurs offensifs et défensifs qui sont partis coacher. Je les trouve moins sereins. Donc, tu vois, ça aurait été l'année dernière, il n'y avait pas 5 points d'écart. Il y en avait, il y Mm. en avait, il y en avait, il y en avait le double, voire le triple. C'est ça, en fait, que je veux dire. Mm. Et malgré tout, leurs rivaux cette année en NFC, il n'y a pas de vrai mal alpha. Et donc, du coup, j'ai envie de dire presque par défaut, c'est Philadelphie. Mm. On va Mais ils parler gagnent. juste en une petite minute du Sunday Night Football entre les Bengals et les Bills avec la victoire des Bengals. On a eu une question sur Instagram qui va faire plaisir à Seb parce que l'an dernier en fait on avait un jeu pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs saisons maintenant sur Tailgate avec Yaya, c'était de parler des Buccaneers à chaque émission et comme ça Yaya ça l'énervait parce qu'il en avait marre de parler de Tom Brady et des Buccaneers. Et ben la fameuse question pour Seb et c'est celle-là, les Bengals sont-ils enfin lancés? Alors, je crois que ça fait 3 semaines au minimum qu'on répond à cette question. Donc, Oui, mais bon, comme c'est un auditeur qui nous la j'ai pose, envie, ça fait plaisir. j'ai envie de demander à cet auditeur, écoute-nous plus souvent. Voilà. Parce que oui, bien sûr, enfin, la réponse, elle est évidente, surtout quand on regarde la physionomie de ce match. Oui, les Bengals, ils sont in business. On a une grosse perf de Joe Burrow avec un 31 sur 44 à 348 yards, 2 touchdowns, un rating de 108,9, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Des tight ends qui ont très bien performé, du côté des Bengals alors qu'on leur avait, reproché d'être, plutôt discrets, cette saison. Hirsins Junior, Drew Sample et Tanner Hudson qui cumulent à eux 3 10 réceptions, 100 yards et 2 touchdowns. Donc oui, ils sont de retour en business. Ils sont 5-3. Être 5-3 à la 9e journée, c'est bien, mais ils sont toujours 4e de la FC Nord. Alors, c'est incroyable de se dire quand même, c'est quand même situé le niveau de la poule, mais on en a déjà parlé à de multiples reprises, qu'une équipe qui est 5-3 soit classée 4e. C'est absolument Et incroyable. actuellement, sur la playoff picture, ils sont septième, du coup, ils sont peut-être série numéro 7, quoi. Ouais, ils sont numéro 7, donc là, ils sont dans la playoff picture, donc c'est difficile de dire que ce serait difficile de dire qu'ils ne sont pas de retour aux affaires, même si je pense que leurs fans souhaiteraient qu'ils le soient avec 2 victoires de plus, avec un seed potentiel un petit peu plus haut à ce moment-là de la saison. Du côté des déceptions, ben on va toujours citer, enfin voilà, toujours le même bas qui blesse, c'est le jeu au sol. Joe Mixon qui fait 14 portées, 37 yards, un touchdown, d'accord, mais c'est quand même pas fifou en termes de performance. La défense qui était en train de resserrer les boulons depuis quelques semaines, eh ben,
continue à les resserrer. Beaucoup de stops, dont 4 consécutifs où Buffalo fait 5 jeux, effectue 5 jeux ou moins. On y reviendra un petit peu plus tard sur les problèmes offensifs de Buffalo. Un petit bémol sur le pass rush parce qu'il faut attendre le 4e quart-temps pour que la défense ait enfin un pressure rate de 20%. Ça fait quand même une interception avec Cam Taylor-Britt, Jermaine Pratt qui fait 11 plaquages et qui force un fumble. Et puis, mine de rien, cette défense, elle n'a pas alloué plus de 20 points en un mois. Donc, les choses vont mieux, les choses vont bien. Souhaitons que ça dure. Et il y a sans doute encore de la marge d'amélioration pour ce club. Yaya, la question d'un autre auditeur, mais qui rejoint ce match, et qui est l'autre pendant, on y répond assez fréquemment, mais les Bills, de l'autre côté, sont-ils inquiétants? Oui. Ah ben complètement. Ils C'est sont pour moi. actuellement, on parle là, on n'a pas, le Monday Night Football n'est pas joué entre les Jets et les Chargers au moment où nous enregistrons. Ils sont à l'heure actuelle 3e de la division. Oui, mais à vrai dire, c'est pas ça qui est le plus, pour moi, le plus dangereux, c'est l'impression visuelle. Josh Allen surjoue et, les absences de la défense les aident pas. Et je reviens là-dessus, j'ai l'impression que le train est passé. Donc, Ils sont restés en gare. ah oui, 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 oui. Oui, ils sont restés en garde de Buffalo. Et pour moi, j'ai peur que il va falloir bien réfléchir à qu'est-ce qu'on fait et maintenant, quoi. McDermott peine à les faire passer l'étape supérieure. Ils vont peut-être passer par un trou de souris en playoff et ils seront pas faciles à prendre. Mais j'ai bien peur que le train soit passé. Alors, Et, oui, vas-y. et attention aux frustrations qui vont ressortir. On a un pétard ambulant pour vestiaire qui s'appelle Stephen Diggs. Josh Allen surjoue, fait des interceptions. Depuis 2018, il en a 69. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, quoi. Tout à fait. Ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs, il y a 2 turnovers pour les Bills dans ce match. Il n'y en a aucun pour les Bengals. C'est aussi peut-être là que s'est joué cette rencontre. Josh Allen pour ses stats sur le Sunday Night Football, 26 sur 38, 258 yards, un touchdown, une interception. On ajoute 44 yards au sol et un touchdown. J'ai envie de dire classique chez Josh Allen. Hein, c'est un peu le. Oui, Pas et un taunting des familles. Et nous reparlerons de l'arbitrage et du taunting, non pas mercredi, mais mercredi de la semaine suivante pour un podcast spécial sur l'arbitrage. Attends, je te jette un mouchoir. Voilà. Alors c'est dommage, on n'est pas en live, on est en podcast parce que bon, sinon t'aurais pu le faire le même jour où Bertrand mange ses aigles, comme ça aurait fait 2 happenings dans le même live. C'est toujours bon à prendre. Et oui, chez TF1, on a quand même des sacrés moyens au niveau des effets spéciaux. On conclut ce petit podcast de débrief avec les dernières questions de nos auditeurs, et après vous aurez bien sûr l'occasion de nous donner votre moment préféré dans cette week 9. Question sur les Patriots, j'en ai 2. Ah oui, il y a des fans des Patriots, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas facile pour eux en ce moment. Seb, les Patriots vont-ils sortir la tête de l'eau? C'est une question d'un Sébastien d'ailleurs. Alors, c'est la preuve que c'est un type bien, même s'il pose des questions sur les Patriots. Les Pats vont-ils sortir la tête de l'eau? Ça me paraît compliqué et je dis ça vraiment Sois sans mesuré. haine. Je t'ai posé la question à toi parce que je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement mesuré, et je sens que ce cher Sébastien, tu vois, il y a plus grand chose qu'il raccroche à de l'espoir. Donc voilà, Bah, ne coupe pas le si, dernier fil qu'il retient. Tu vois. quand on a soutenu, quand on soutient une équipe qui a tout gagné pendant 20 ans et que d'un coup tout s'effondre, on comprend, on perdrait le moral pour moins que ça se comprend. Mais qu'ils sortent la tête de l'eau. Alors, je vais tempérer un petit peu, pas cette saison, à mon humble avis. Ça part de beaucoup trop loin. Ils peuvent peut-être réaliser des coups sur certains matchs, mais vraiment,
c'est tellement compliqué. Tu as une attaque qui prend 25 points par match, qui est classée 26e en scoring. Tu as une attaque qui en marque à peine 15, qui est 31e sur 32. Tout part de trop loin. Tu as un quarterback dont les performances fluctuent d'une saison, que dis-je, d'un match à l'autre, qui s'est fait bencher déjà 2 fois, mais qui finalement est le seul homme de la situation. Là, en plus, il y a ce pauvre Kendrick Bourne qui est out pour la saison. Je suis désolé, mais les raisons d'espérer, elles sont minces. S'ils sortent la tête de l'eau, ça ne sera pas pour cette saison. Et même pour les saisons suivantes, moi je suis très inquiet, alors que Belichick, qui a les pleins pouvoirs en tant que general manager, savait construire un effectif intelligemment, savait drafter, savait aller chercher des free agents qui n'étaient sur le radar de personne pour construire une équipe qui gagne. Et bah, là, ces 3 dernières années, il a été incapable de faire ça avec, Mac Jones et avec le reste de son effectif. Et pourquoi? Parce que ce n'est que mon avis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que personne n'a songé à préparer l'après Tom Brady et qu'en l'occurrence, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc je suis désolé, mais je suis vraiment pas optimiste pour les Patriots, cette saison, et à voir pour les saisons prochaines. Le chemin vers la reconstruction va être très long et très douloureux. Allez, on retiendra quand même ce très beau touchdown de Ramondre Stevenson hier, une course de Oui. plus de 60 yards. Allez, on va leur mettre ça à leur crédit, ils ont marqué un beau touchdown quand même dimanche. Il y a un truc sur les Patriots à ajouter? Non, tout a été dit. Moi, je pense que plus que l'après, je pense que le souci qu'il y a autour de notre bilou national, bah, c'est surtout que ces coordinateurs n'ont pas le niveau et que, fut un temps, il avait les meilleurs Josh coordinateurs. McDaniels. Oui, bah, je pense qu'en tant que coordinateur, il est très très bon. Il ne faut pas qu'il fasse autre chose que coordinateur. Idem, Matt Patricia. De toute façon, tous ceux qui ont été dans la lignée Bill Belichick, derrière se sont plantés, quoi, parce qu'ils ont voulu faire du Belichick ailleurs sans avoir le niveau de Bill Belichick. Et résultat des courses, ben voilà. Là, pour la négociation de contrat, Josh McDaniels, il a fait pas mal quand même. Parce que bon, apparemment, Bill Belichick nous a pris un contrat sympathique, on n'a toujours pas le montant d'ailleurs, à l'intersaison sans que personne le sache. Josh McDaniels, il a fait pas mal aussi chez les Raiders pour avoir un beau contrat. Oui, il a fait avant. Il a peut-être Oui, donné la oui, oui, démarche. oui, c'était... Bon, tu vois, il lui a appris quelque chose quand même, Bilou, c'est pas mal. C'est déjà une bonne chose. Les amis, quel est votre moment fort de cette 9e semaine de compétition, le moment que vous avez particulièrement apprécié, celui qui vous a fait sourire, celui qui vous a fait vous lever de votre chaise, de votre bureau, de votre lit, même peut-être si vous étiez couché comme les Giants pendant toute la partie. Yaya? Moi, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fumble sur Tyreek Hill. Enfin, le ballon arraché des mains, pour moi, c'est ça l'action, elle est décisive, il y a tout. Et il y a une autre action que j'ai trouvée particulièrement horrible, qui méritait une pénalité à vie. C'est ce que tu viens de dire à l'instant sur les Giants. Mais voilà. Alors, on note en Moi, parlant je pense que tu vois, ta prime de match devrait, ta prime être d'émission réduite à néant. voilà, tout à fait. Et tu devrais même payer une amende pour ça. Tout à fait. Pour brutalité sur quarterback. On pourrait en Brutalité parler, excessive. on pourrait en parler hein, du roughing the passer d'ailleurs sur Matt Jones. Me lance pas là-dessus. Me lance pas Non, non, là-dessus. Me lance pas là-dessus. ce sera l'objet d'un podcast dédié dans 2 semaines. Seb, toi, le moment de cette week 9. Alors pas vraiment une action, une perf, on en a déjà, largement parlé plus tôt. Moi, c'est la perf de CJ Stroud qui m'a vraiment, c'est le genre de chose qui me met toujours un sourire aux lèvres quand tu as un rookie à ce poste-là qui fait une perf de mammouth comme celle-là, j'adore ça. On n'en a pas parlé, mais Bryce Young souffre quand même largement de la comparaison. Hein. Je Ah veux pas dire. complètement, complètement. Je pense même que, du côté de son club, on est en train de prier pour qu'il soit pas un bust, parce que là, ce serait catastrophique. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on pensait que Carolina était mieux équipée que Houston. Ben Mmh. oui. Ouais, Oui. ouais, ouais. Et sur le Et papier, ils sont mieux équipés. voilà. Et mieux coachés avec Frank Reich.
Et c'est voilà. Et comme quoi, tout peut partir très vite. Alors tu parlais Yaya de l'action sur Tyreek Hill qui a donné ensuite le touchdown des Chiefs grâce à une passe en retrait. On a eu 2 actions avec des passes en retrait cette semaine en NFL qui ont amené à des touchdowns, ce qui est assez rare. Voilà, ça Oui. n'arrive pas tout le temps. Il y a des passes latérales, si j'ose dire. Voilà. Et là, ça s'est produit 2 fois dans le même dimanche. C'est assez intéressant. Non, moi, ce que je vais souligner, ça s'est passé en Contre Sauce Louisiane. Fun. Ça s'est passé du côté de la Nouvelle-Orléans. C'est le double poteau pour les kickers Cairo Santos et Blake Groupie qui ont tous les deux tapé le poteau. Et je trouve ça toujours fascinant, moi, de voir des gens, tu vois, qui tapent des coups de pied à 40 yards. Bon, en plus, là, c'est dans un dôme. À 40 ou 45 yards. T'as la largeur d'un ballon, la largeur d'un poteau, tu vois. Et tu peux la mettre largement à côté, tu peux la mettre largement dedans. Ils arrivent à viser le poteau. C'est beau, moi je trouve. Et ce petit, tu vois, c'est ce que disait Charles dans le live tweet hier, ce petit boing, tu vois. Parce que tu le vois s'approcher du poteau, tu sais que ça va faire boing, tu vois, tu le sais. Et ça finit. Et là, 2 poteaux dans le même match, ça tient du génie. Hein. Il y en a eu Ouais, un de mais chaque côté, ça tient du génie. c'est parce que tu parles de football américain que ça fait Boeing, sinon ça ferait Airbus, c'est Et ça? oui, tout à fait, tout à fait. Et on rappelle, et ça me permet de rappeler l'extrême performance l'an dernier de Will Lutz contre les Vikings lors du match à Londres, qui a fait un double boing, et c'est encore plus fort. C'est encore Et plus fort. surtout commenté par Bertrand, c'est encore Voilà. meilleur. Surtout commenté par notre cher Bertrand, c'était magique. Donc Bertrand voilà, National qui est avec nous les dimanches. pour la petite histoire, donc les Saints se sont imposés 24 à 17 contre les Bears de Chicago, mais ça ne restera sans doute pas le match référence de cette saison en NFL. C'est là-dessus que l'on se quitte, les amis. Merci beaucoup, Seb, pour ta participation. Merci, mon Yaya. On se retrouve dans la deuxième partie de semaine. Ce sera jeudi pour un podcast, je vous ai dit, où on remettra nos trophées de mi-saison. On va parler du coach de l'année, de Brian Daboll. Ah non, ça c'est celui de l'an dernier. On va parler donc du coach de l'année, du rookie de l'année, du joueur offensif, du joueur défensif. Bref, du blessé peut-être de l'année. Et c'est comme ça fera un trophée à Daniel Jones. On vous remercie tous pour pour votre écoute et on se dit à très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.